semblait important au travers des luttes, c'est aussi de les situer, ces luttes-là, parce que le XXe siècle, il a été nourri de luttes très importantes sur les questions du logement, à travers la participation nombreuse de militants pour l'autogestion, de militants libertaires. Donc revenir un petit peu là-dessus, ça nous semblait pas mal, mais pour après parler des luttes d'aujourd'hui. Comme on précisait au départ, c'est que le droit prioritaire, le droit fondamental aujourd'hui, c'est le droit de propriété, donc le logement à la poubelle, sauf que depuis le début 20e et avec le durcissement des conditions de logement pour beaucoup de gens, ont eu lieu des luttes importantes, avec notamment la création de syndicats des locataires, de ligues de la grève des loyers et de ligues des antipropriétaires qui étaient animées notamment par des libertaires. Ça se caractérisait par quoi? Par l'organisation de grève des loyers d'immeuble à immeuble ou dans certains quartiers, également par des déménagements à la cloche de bois. Alors pour résumer, à l'époque, quand on était locataire, c'était un petit peu différent. Il y avait le terme qui revenait tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et donc il y avait des comités qui se créaient pour organiser des déménagements à la cloche de bois, c'est-à-dire que cacher des concierges, cacher des propriétaires, les meubles passaient par la fenêtre, et donc juste avant le terme, hop, les gens se partaient. Donc c'était des pratiques de solidarité importantes à l'époque, et qui se sont diffusées, et qui ont été le terrain ensuite de fédération de nombreuses luttes. Pour information, dans l'entre-deux-guerres, l'Union des locataires, qui était dans l'action directe des locataires, voilà, l'expropriation, les grèves de loyer, elle réunissait 200 000 personnes. Et ce terrain de lutte-là, très fort, il s'est maintenu dans l'après-guerre, dans l'après-seconde guerre mondiale, et donc on l'a vu dans les différentes luttes de logement, les occupations d'immeubles, et puis après l'hiver 54, où là c'était plutôt l'abbé Pierre, donc une autre frange du militantisme dans le logement qui poussait un coup de gueule, et avec donc ces dizaines d'années de lutte auparavant, a été créé le droit de réquisition, qui est largement inemployé, mais qui existe et qui est un peu la conséquence de ces luttes logement. Et puis au niveau des luttes logement, ce qui est un des points importants, c'est tout le mouvement des squats, des occupations, de logements qui sont laissés vides et qui nous paraissent des bonnes propositions, parce qu'elles montrent aussi, parce qu'elles ouvrent une solution à une sortie à la crise du logement par l'expropriation. Et donc on reviendra là-dessus plus précisément avec un camarade qui racontera l'histoire du 260. Alors, il y a plusieurs luttes dont on voulait causer. Une qui s'est passée notamment à Bondy et qui nous paraît intéressante d'en faire l'écho, parce que c'est une lutte dont on a assez peu parlé, et qui concernait les habitants et les habitantes d'une clinique, la clinique Michelet, qui depuis une dizaine d'années en fait est gérée par un grand chirurgien qui est un véritable marchand de sommeil, qui louait du moins les chambres. Chambre, c'est 15 mètres carrés, quelque chose comme ça, des prix très très élevés, dans des conditions vraiment d'insalubrité très fortes. Donc à partir de là, à un moment donné, il a choisi de revendre son bien pour faire fonctionner la spéculation. Le comité des habitants et des habitantes qui s'était mis en place s'est activé, et la lutte et la bagarre s'est mis en place. Alors la bagarre, elle s'est mise en place à plusieurs niveaux, parce que évidemment, ceux qui occupaient cette clinique, c'était aussi des gens qui cumulaient des galères au niveau de la régularité de leur situation, qui n'avaient pas de papier. Et donc pendant 3 années durant, ça a été une lutte à la fois contre la préfecture, contre la mairie, et qui a permis, et c'est pour ça qu'on voulait souligner, l'obtention à la fois de logement pour les habitants et les habitantes, et aussi de papier pour celles et ceux qui étaient en lutte. Voilà. Donc c'était une lutte importante, et qui font partie, nous, des exemples qu'on voudrait diffuser au niveau de ce qui se passe dans l'Île-de-France. On avait un camarade qui est venu ici, qui a participé à l'occupation du 260 rue des Pyrénées,
plusieurs camarades. Et donc, comme on est là aussi pour parler des luttes d'actualité, il nous semblait important qu'ils viennent expliquer comment ça se passe et qu'on puisse leur poser nos questions et qu'on en sache un peu plus sur cette occupation. Après ça, on souhaitait parler d'autres luttes, ce qui se passe à Toulouse à travers le CREA, ce qui s'est passé également à Saint-Denis, donc une lutte où on était investis plusieurs camarades et qui nous a interrogés par rapport à la question de pratiques sexistes, de pratiques autoritaires et donc et de pratiques aussi racistes à travers des gestions paternalistes. Et donc on voulait en parler, pour que ça alimente un peu une réflexion autour de ces luttes logement. Mais on va laisser du coup la parole aux camarades s'ils peuvent nous présenter comment ça s'est passé, du coup là où on en est. En fait, c'est un regroupement de collectifs de mal logés et de gens qui se luttaient contre la restructuration urbaine. On avait fait une manif le 17 mars et de là a continué une assemblée. Et devant le mal logement de beaucoup de gens qui participaient à cette assemblée, on a décidé d'occuper des lieux. Le 1er mai, on a voulu en occuper un, mais il y avait eu trop de diffusion du métro et de l'endroit à peu près où ça se trouvait, donc les gardes mobiles nous attendaient avec pas mal de batteux également, en mode scred, demi-scred. Et donc on a décidé de faire une équipe technique beaucoup plus réduite et de cloisonner au maximum en fait pour que le secret au moins du lieu, non de l'ouverture, mais au moins du lieu soit gardé. Donc on a ouvert publiquement il y a 2 semaines maintenant, enfin le dimanche 10. Voilà, il y a 25 personnes, plus une dizaine d'enfants. Là où on en est, en fait c'est un énorme bâtiment qui fait 7 étages, qui est au 260 rue des Pyrénées. On a, la question des fluides est un peu compliquée. Et puis il y a énormément de place, donc en fait l'ouverture aux gens c'est encore plus compliqué pour accepter de nouveaux habitants et quelles sont les modalités d'entrée dans ce lieu, parce que forcément il y a énormément de gens qui veulent y habiter, mais on ne sait pas si eux participeront également à la vie et à la lutte sur le logement. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. J'aurais bien proposé de faire un petit témoignage d'une autre lutte, la lutte qui s'est passée à Saint-Denis. Alors pour situer un peu Saint-Denis, c'est une ville où il y a une classe populaire très importante, où la question du logement, ça fait partie des problèmes prioritaires, des premiers problèmes que vont rencontrer les habitants, les habitantes. Là, depuis la fin de la trêve hivernale, par exemple, pour un peu illustrer ce que ça signifie, il y a 1500 logements qui sont menacés d'expulsion. Beaucoup de logements dans le centre-ville, il y a 34% des logements qui sont en état d'insalubrité et beaucoup de logements qui sont habités à plusieurs personnes par pièce. Enfin, on peut imaginer ce que ça donne. Donc c'est une des premières difficultés et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite d'un incendie, vous avez peut-être entendu parler, qui s'est passé donc l'année dernière, dans l'automne dernier, qu'il y avait un incendie dans un immeuble insalubre, qui avait coûté la mort à 6 personnes, 6 migrants et migrantes. Donc du coup, réaction du préfet, le préfet Lambert, sous fifre de Sarkozy, qui est toujours en place d'ailleurs, ça a été de faire la guerre à l'insalubrité. En fait, la guerre à l'insalubrité, c'est concrètement renforcer la guerre contre les pauvres. Donc sur Saint-Denis, ça s'est caractérisé par l'expulsion de 2 immeubles qui étaient occupés depuis une dizaine d'années, chacun. 2 immeubles qui sont dans le centre, mettant à la rue donc une centaine de personnes, des familles,
en plein hiver, donc c'était fin novembre et début décembre, coup sur coup, enfin 2 mercredis de suite, et avec l'annonce qu'il y aurait une dizaine d'immeubles qui seraient eux aussi expulsés, qui sont visés par la préfecture et qui dégageraient, parce que vous comprenez bien, c'est pas possible de laisser les gens vivre dans des conditions aussi insalubres, faut qu'ils... Voilà. Ils sont mieux dans la rue. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui s'est passé, parce que pour le premier, il y a eu une réaction immédiate, donc notamment à travers le réseau des écoles. Donc il y a eu pas mal de parents qui se sont mobilisés, il y a eu directement à la sous-préfecture des rassemblements, des petites manifestations, ce qui a donné eu un accord que les familles seraient relogées, parce qu'elles font partie d'un plan de la rénovation urbaine qui s'appelle le PN Arcade, donc elles seraient relogées à l'été. Donc entre-temps, voilà, des hôtels sociaux un petit peu partout dans des conditions, les hôtels sociaux, des fois c'est les cafards, des fois c'est pas de drap, voilà. Et puis pas de cuisine, enfin c'est des conditions d'habitat très indignes. Et pour le deuxième immeuble, et ben là c'était carrément néant, rien de proposé, parce qu'il ne faisait pas partie du plan de rénovation urbaine. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'immédiatement les habitants, les habitantes sont allés occuper le parvis. Il faut savoir que Saint-Denis, c'est une ville où la galère elle est très forte et que presque tous les ans le parvis est occupé. Donc c'est le parvis de la mairie qui est au métro Basilique. Donc des tentes ont commencé à être installées, la lutte a commencé à se mener. Alors c'était quoi la lutte? C'était tous les 2-3 jours des manifestations, un mode de fonctionnement très assembléiste, donc des assemblées qui réunissaient le collectif contre les expulsions et les expulsés eux-mêmes. Et donc qui est à l'initiative de ces mobilisations contre la préfecture principalement. Alors je tiens à souligner ça parce que du coup ça permettra d'expliquer un peu certaines difficultés qu'on a eues. Et pendant près de 4 mois, Saint-Denis s'est réveillé et il y a eu un grand nombre d'habitants et d'habitantes qui ont joué la solidarité, apportant à bouffer, participant aux manifestations. Alors très rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, les camarades qu'on était qui participaient, c'est que le cadre de l'Assemblée, c'est un cadre très positif. On faisait des assemblées tous les 2 jours, 2-3 jours, mais très rapidement, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient déléguées des expulsés ne rendaient pas de compte aux expulsés eux-mêmes, ce qui faisait qu'au niveau de la prise de décision, par exemple sur la question est-ce qu'on va réouvrir un autre endroit, comment ça se passe, il n'y avait pas de réponse. Et puis aussi la question de la place des femmes dans les luttes, c'est-à-dire que les femmes qui étaient là presque 24 heures sur 24 sur le campement, elles se retrouvaient complètement exclues de la prise de décision, de la parole. Elles n'étaient pas informées, souvent c'est nous qui les informions. Donc voilà, tout un tas de limites qui posaient vraiment souci et qui du coup on a essayé un peu de combattre. Alors ça a été difficile parce que la question de l'autogestion elle n'est pas acquise pour tout le monde, et puis il y a aussi des camarades ou pas qui des fois utilisent ce cadre de l'autogestion et avancent avec des pratiques hiérarchiques, verticales, pas du tout transparentes, donc des informations qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que rapidement, donc la mairie a demandé l'expulsion d'occupation, elle l'a obtenue, mais par ailleurs, il y avait quand même dans le comité des gens proches du PC, donc la mairie, elle est PC. Ce qui posait problème. Donc du coup, le rapport de force, il n'a jamais été à l'encontre de la mairie, qui pourtant est concernée par les expulsions sur son territoire, bien qu'il nous ait toujours dit mais non, nous on ne souhaite pas, regardez, on réaménage les logements, les immeubles, celui-ci faisait partie d'un plan de réaménagement, voilà. Et voilà. Et du coup, nous, la lutte telle qu'elle a été menée, elle s'est dirigée seulement contre la préfecture, ce qui favorise, on va dire, des pratiques politiciennes, parce que la mairie, elle est aussi responsable de ce qui se passe, et c'est important il nous semblait important d'attaquer sur les 2 fronts. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand il faut prendre les grandes décisions, la mairie a posé sur la table, écoutez, nous on est solidaires des occupants, bien qu'on ait voté l'expulsion du campement,
Et on souhaiterait, main dans la main, organiser une campagne contre la façon dont l'hébergement est mis en place, et une campagne en gros contre l'État à partir de la question, à partir de notre soutien vis-à-vis des campeurs et des campeuses. Parce que clairement, dès le départ, ils ont été écartés de toute possibilité d'être hébergés par le 115. Donc la mairie propose ça sur la table et du coup annonce, nous voudrions faire un parrainage, organiser que chaque élu prenne en charge des occupants, des occupantes et appelle tous les jours le 115 pour obtenir un logement social. Donc dans les premières assemblées, dans une assemblée où on a posé sur la table clairement la parole des expulsés, c'était aïe aïe aïe, non mais n'allons pas vers cette porte-là parce qu'on sait ce que ça signifie, on va être éparpillés, ça signifie qu'en plus sur la question du relogement, il n'y a rien, aucun positionnement de la mairie. Et puis bam, grande surprise, le lendemain on apprend qu'il y a eu un rendez-vous à la mairie et que les expulsés, du moins les délégués des expulsés, ont dit oui, nous on accepte le parrainage, en l'échange que le campement soit levé quand tout le monde serait hébergé à l'hôtel. Donc voilà, nous, ce moment-là, à un moment donné, la lutte, il a été important parce qu'à partir de là, ça a été décrescendo. Les manifestations ont réuni de moins en moins de personnes. Les gens étaient éparpillés dans différents hôtels sociaux et du coup, difficulté de faire marcher le cadre collectif, que les expulsés se réunissent. Déjà qu'ils ne se réunissaient pas, c'était encore pire. Donc voilà, ce cadre de l'autogestion et des pratiques, nous, on voulait vraiment en parler avec les intéressés parce qu'il a des conséquences graves, quoi. Si on n'arrive pas à un moment donné à se coordonner pour le préserver, comment est-ce qu'on peut se coordonner pour le préserver contre les pratiques autoritaires qui vont mener des fois la lutte vers des aboutissements des moments qui sont qu'on peut plus accepter, qui vont finir par noyer la lutte, noyer aussi les gens qui y participent et voilà, au final le rapport de force qu'on souhaitait construire, il est plus en place. Donc voilà, on souhaitait parler de cette question-là, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des garde-fous. Par exemple, nous, ce qu'on essayait de faire, c'était de poser la question de qu'est-ce que c'est un mandatement auprès des expulsés, expliquer, les délégués, à un moment donné, ils vous redonnent même pas les informations, qu'en plus ils n'organisent pas le cadre collectif, vous pouvez les révoquer. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre ces pratiques-là pour avoir un vrai cadre autogéré, qui aussi soit débarrassé de toute pratique sexiste ou de pratique raciste. Donc, et voilà, pour info, la mairie, du moins la préfecture, certes, n'a pas continué sa campagne de grandes expulsions sur la ville, mais néanmoins, il y a une famille qui a été relogée. Les autres familles, celles qui étaient partie prenante du premier immeuble, vont être relogées dans les prochaines semaines, puisqu'arrive l'été, et que l'accord était en place. Mais voilà, pour les autres, pour le moment, c'est encore le 115 et ils sont éparpillés. Et le cadre collectif, finalement, tout le rapport de force qui avait été construit en amont, on se retrouve un peu à néant, quoi. Et du coup, pour répondre plus précisément à ce qui avait été dit par rapport à comment est-ce qu'on lutte là où on habite contre la spéculation, ce que tu disais là tout à l'heure, je pense que la première des choses à voir, c'est commencer à discuter avec les gens de son immeuble, les voisins, les voisines, parce qu'en général, il y a la même régie qui gère, parce que maintenant, c'est très rare que les rapports soient en direct, surtout sur la région parisienne, c'est énormément de régie, parce que les propriétaires, souvent, ils connaissent même pas leur logement, ils font ça pour participer à la spéculation, pour avoir moins d'impôts à payer. Donc parler avec les voisins, les voisines, mettre en commun les problèmes qu'on rencontre, la hausse des loyers illégale, ou même juste on trouve que c'est trop cher, et à partir de ce lien-là, ça peut être un coup de pression sur les régies, occuper une régie sur cette base-là, c'est ce qui se fait dans le cadre de lutte locale. Ça peut être aussi organiser la grève des charges pour faire porter ses revendications et puis après plus largement contre la spéculation immobilière.
l'une des armes qu'on a le plus et dont on a parlé beaucoup aussi ce soir, hein, c'est la réquisition, c'est l'occupation des lieux. C'est l'une des premières armes qu'on a. Après, ça c'est un niveau plus global que une situation où ça s'étend, ce type d'action, permet justement un frein direct à la spéculation. Ce qui a été un peu expliqué. Le rôle des logements vides, il est clair. Les propriétaires qui laissent ces logements vides, c'est un rôle économique fort.